On va accueillir Nathalie Bazir, secrétaire confédérale du bureau exécutif de la CGT. Olivier Bouba-Olga, professeur, chef de service études, prospectives et évaluation de la région Nouvelle-Aquitaine. Et Arnaud Lemarchand, professeur à l'université du Havre-Normandie. Et Manon Loisel, de partie prenante. Excuse-moi. La plus importante. Tu as un micro ici, Manon, et donc on commence, bonjour à toutes et à tous, on commence par une présentation des résultats de votre étude qui est lisible, téléchargeable dès à présent sur tous nos sites, Idéal, la Fabrique de l'Industrie ou le Forum Vie Mobile. Voilà, une quinzaine de minutes, Manon. Une quinzaine de minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de pouvoir participer à cette matinée et effectivement vous partager quelques enseignements qu'on retient de cette étude. On n'arrivera pas à tout dire en 2 fois 15 minutes. Donc évidemment, ces présentations ne se substituent pas à la lecture du rapport. Donc la première table ronde s'intitule, je le redis, « Au risque du plein emploi, les territoires face au rebond industriel ». Avec une entrée un peu contre-intuitive de se dire au risque du plein emploi. On va essayer de re-questionner la façon dont on a considéré et observé ces phénomènes que sont à la fois le plein emploi et le rebond industriel. Parce qu'en fait, les 3 territoires qu'on est allé regarder cumulent plein emploi et chacun un peu à leur façon rebond industriel. La première chose qui nous est apparue, c'est que le développement de l'emploi dans les territoires qui sont concernés par le rebond industriel, qui est une géographie très spécifique, parce que le rebond industriel devrait être très concentré sur certains territoires, ça s'accompagne, vous l'avez dit tous les 3 en introduction, d'une pression croissante sur les marchés du logement et les infrastructures de mobilité. Mais cette situation, elle est particulièrement tendue ou particulièrement marquée dans les territoires de plein emploi, où ce regain d'activité va nécessiter d'aller chercher des actifs extérieurs au territoire. Donc ce qu'on est allé regarder, c'est bien ça, c'est bien une addition entre plein emploi et rebond qui nécessite de faire venir de la main-d'œuvre, des salariés, des actifs au sens plus large pour venir travailler sur le territoire et qui vient du coup générer de la pression supplémentaire sur les marchés du logement et sur les infrastructures de mobilité, ou sur les besoins de mobilité, disons. Et nos 3 territoires de ce point de vue-là sont un peu 3 situations d'addition plein emploi, rebond industriel assez contrastées. On a d'abord le Cotentin, qui est marqué par l'addition de très gros projets industriels portés par des grands groupes internationaux. On a par exemple Naval Group, on a Orano avec le projet Aval du futur dont vous avez peut-être entendu parler, on a EDF ou encore des acteurs de taille importante de l'agroalimentaire. Mais tout ça, ce rebond industriel qu'on ne sait pas très bien mesurer, on y reviendra, ça se joue dans un territoire qui est plutôt marqué par une dynamique de vieillissement et une sorte de déprise démographique. Et donc finalement, le rebond industriel est marqué, mais la situation de plein emploi, elle résulte plutôt d'une pyramide des âges ou d'une structure démographique en déclin. Finalement, la part des actifs en âge de travailler, donc, puisqu'ils sont actifs, dans la pyramide des âges locale est assez faible. Et donc, vous voyez que le rebond est rendu d'autant plus compliqué que le plein emploi est lui-même une situation de surchauffe. Deuxième territoire, la vallée de la Maurienne, qui est un territoire touristique, de montagne, industriel, ici aussi marqué plutôt par une déprise démographique. Et qui accueille pour quelques années le chantier de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Et donc là, on a un rebond industriel qui est assez important, mais marqué dans le temps du chantier. Donc il est temporaire. Et la situation de plein emploi est elle aussi complexe, puisqu'elle est marquée par des à-coups très marqués par cette économie saisonnière liée au tourisme et au tourisme de montagne notamment. Et puis, 3e configuration, c'est le Bocage-Bressuiret, donc à la frontière entre les Deux-Sèvres et la Vendée, qui là est plutôt une dynamique industrielle historique qui s'inscrit dans le temps long, qui est tirée par un dense tissu de PME, petites et moyennes entreprises, très ancré sur le territoire,
et dans lequel finalement on n'a pas un rebond industriel, on n'a pas une sorte de bond qui marquerait une courbe importante dans l'afflux de nouveaux actifs. On a plutôt une pente douce, disons, d'un territoire plutôt en croissance dans le temps long, et notamment porté par l'industrie. Mais pas de gros projets marquants. Le plus gros projet transformateur industriel, il est à 40 km du territoire, et c'est un projet de décarbonation d'une cimenterie qui, lui, va générer beaucoup d'actifs internationaux. Donc là, vous voyez, troisième configuration, on est plutôt dans une situation de plein emploi, assez stable. Quand on regarde les chiffres, elle est plutôt assez stable, mais quand on regarde le film, il y a tout un tas de petits à-coups de fermeture et d'ouverture de petites PME, TPE. Et comme le tissu est très généraliste, eh ben, les actifs de ces usines ou de ces entreprises passent assez facilement d'une activité à l'autre. Donc le taux de chômage n'évolue pas, mais par contre, on a tout un tas de petits à-coups. Donc, moralité, premier enseignement, cette étude nous permet de prendre du recul sur le mot d'ordre du plein emploi, sur le concept du rebond industriel, et d'essayer d'en regarder un peu la variété des configurations géographiques et sociales. Deuxième enseignement, ou en tout cas deuxième axe qu'on est allé regarder, c'est l'ambivalence de ce rebond industriel et la largeur du spectre de ses effets. Bien évidemment, un des enseignements de cette étude, c'est de dire que tout ça n'est pas qu'un enjeu de développement économique. Loin de là. Et donc, on est allé regarder assez finement les effets induits sur les marchés du logement, les effets induits sur les besoins de mobilité et sur la transformation des tissus économiques au sens large. C'est-à-dire qu'on a regardé les enjeux industriels, mais aussi la transformation des tissus économiques bien au-delà de l'industrie. Et ce qu'on observe, quand je dis ambivalence du rebond industriel, c'est que les effets induits positifs sont bien au-delà de ceux qu'on a tendance à décrire quand on parle du rebond industriel. Bien évidemment, quand on parle du rebond industriel, on parle souvent des retombées économiques, de la baisse du taux de chômage, etc. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. Je pense notamment, par exemple, je vais essayer de vous donner des exemples pour incarner un peu mon propos et que ça puisse peut-être venir alimenter la table ronde. Par exemple, dans le Cotentin et à Cherbourg plutôt en particulier, le rebond industriel s'accompagne de la hausse de la demande en logement qui encourage notamment la réhabilitation d'une partie du parc privé qui était en grande partie dégradé. Et il y avait un besoin d'accélération de la dynamique de rénovation, notamment dans le centre-ville, et on voit bien que le rebond industriel génère des attentes de surenchérissement des valeurs immobilières et donc une mobilisation de tout un tas d'investisseurs pour agir sur ces logements privés dégradés. Côté mobilité, c'est aussi l'augmentation de l'assiette du versement mobilité, donc au fur et à mesure de l'arrivée des nouveaux actifs, puisque le versement mobilité est relié à la masse salariale des entreprises, et donc évidemment plus le nombre d'actifs augmente, plus l'assiette du VM augmente avec, et donc la possibilité notamment de mettre en place des lignes de transport cadencées, des offres cyclables, de covoiturage, etc. Autre type d'effet positif, c'est ce qu'on a observé plutôt en Maurienne, c'est que le choix en Maurienne de ne pas construire de base vie pour accueillir les actifs du grand chantier de la ligne LGV Lyon-Turin se traduit, et résulte de la volonté de dynamiser le marché du logement, qui est plutôt un marché du logement assez atone dans ce secteur, marqué par l'importance de la vacance du parc de logement. Et donc là, on se dit, l'arrivée du grand chantier et l'arrivée massive pendant quelques années d'actifs va permettre de pouvoir réimpulser une dynamique sur le marché du logement marqué par la vacance. Donc, vous voyez, les effets induits positifs du rebond industriel vont bien au-delà de simples, on va dire, marge de manœuvre ou capacité d'action sur le taux de chômage ou les retombées économiques directes. En revanche,
il y a aussi tout un tas d'effets induits plus négatifs ou plus difficiles à prendre en charge, notamment parce que le rebond industriel dans les territoires qu'on a observés se traduit aussi par l'accentuation de tout un tas de concurrences. Et ça reconfigure beaucoup le territoire et ses marchés, je le disais, marché du logement, marché foncier ou marché de l'emploi. Cette concurrence, elle se joue d'abord, enfin peut-être pas d'abord, elle se joue notamment entre les actifs industriels. Il y a concurrence entre les différents acteurs industriels du territoire qui arrivent sur le territoire, qui cherchent à se développer, qui cherchent à attirer de la main-d'œuvre, qui cherchent à permettre à cette main-d'œuvre, à ces actifs de se loger et de se déplacer convenablement. Et on a pu l'observer, notamment dans nos enquêtes de terrain, parce qu'il y avait certains objets qui clignotaient très fortement. Je pense notamment, quand on est allé dans le Cotentin, à la question des parkings. Quand vous vous déplacez dans le Cotentin et que vous sillonnez un peu les sites industriels, on est notamment allé du côté d'Orano, mais aussi du côté de la centrale de EDF de Flamanville, et du côté de Naval Group dans le centre-ville de Cherbourg, et ben, vous observez des parkings qui débordent. Notamment à Flamanville, on a vraiment vu des centaines et des centaines de voitures, bien au-delà des parkings réservés dans le périmètre du site. Il y en a partout, sur les accotements, sur les ronds-points, etc., etc. C'est assez impressionnant à observer. Et on s'est rendu compte en faisant un peu d'enquête dans la PQR, dans la presse quotidienne régionale, qu'il y avait eu une grosse mobilisation des salariés de Orano au mois de juin 2024, portée notamment par la CGT, sur cette question des parkings, disant mais finalement la tension sur les parkings de sites industriels qui ne sont pas configurés pour accueillir des à-coups aussi forts génèrent justement des difficultés à bien vivre pour les actifs qui vont en fait passer vraiment de longues minutes chaque matin à essayer de se garer, devoir se garer très très loin de l'accès à l'usine et du coup avoir un temps de trajet domicile-travail quasiment aussi long de chez eux au site que du site à leur poste de travail. Donc ça peut paraître anodin ou un peu spécifique, mais en fait c'est une question qui nous a paru importante et assez visible dans l'espace. Deuxième facteur qu'on a pu observer sur les concurrences entre les actifs, c'est justement ce que disait tout à l'heure Mathieu, de l'augmentation des flux domicile-travail. La pression sur les marchés du logement fait que beaucoup de gens vont se retrouver en situation d'être birésidents, de laisser derrière eux femmes et enfants, pour le dire de façon un peu caricaturale, et de chaque semaine faire des trajets très longs pour pouvoir accéder à leur emploi. Ça, j'ai eu l'occasion de faire du covoiturage dans le bocage bressuirais et de me retrouver avec 3 salariés d'une usine agroalimentaire, du secteur de l'aéronautique et du secteur du meuble. Donc c'était très représentatif de la variété des activités du bocage bressuirais. J'ai eu l'impression d'être très chanceuse dans ce covoiturage. Mais du coup, ça m'a permis de comprendre un peu la variété des trajets qu'ils faisaient et la façon dont ça pesait évidemment sur leur qualité de vie, leur quotidien. La concurrence, elle se joue aussi, et je vais aller vite, entre les actifs de l'industrie et le reste du territoire, c'est-à-dire qu'en fait, les habitants et les salariés déjà présents sur le territoire vont eux aussi pâtir, entre guillemets, de l'arrivée de ces nouveaux actifs. Ces effets, ils sont souvent sous-estimés car ils sont plus difficiles à observer et à anticiper. Mais par exemple, dans le Cotentin, ce qu'on observe, c'est que le rebond industriel se joue dans des secteurs à haute valeur ajoutée, qui vont durablement faire augmenter le salaire moyen dans le territoire et peut-être, on va dire, les inégalités entre les salaires notamment des actifs industriels hors nucléaire, armement, voilà. Et d'une certaine façon, les prix du logement accompagnent cette tendance à l'augmentation des salaires, et donc ça a des effets évidemment sur les personnes qui étaient déjà présentes dans le territoire. Et puis ce qu'on a vu en Maurienne, c'est un autre effet de déstabilisation du territoire, c'est qu'une partie des entreprises positionnées sur le grand chantier de la LGV Lyon-Turin vont siphonner des compétences
du tissu économique déjà présent. Et donc, on a eu accès à des entretiens avec des artisans qui nous disent moi, j'ai une partie de mes actifs qui regardent de près les demandes d'emploi en lien avec le grand chantier et bien évidemment qui sont attirés par des salaires plus hauts. Et donc, voilà, il y a cet effet un peu de siphonnage des compétences pour d'autres types d'acteurs économiques. Donc, accentuation des concurrences, parfois dans des territoires où le plein emploi se cumule avec une forme de précarisation des parcours professionnels. Et ça nous a beaucoup marqué dans le Bocage-Bressuire, qui est un territoire de plein emploi dans le temps long, mais où on a un très fort recours aux emplois intérimaires et où on a de plus en plus de travailleurs pauvres. On nous a parlé d'actifs qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de logement sur le territoire. On a eu accès à des ressources, pareil, dans la presse quotidienne régionale, nous faisant état de difficultés en lien avec des marchands de sommeil qui, notamment, vont loger des travailleurs venus de l'étranger, beaucoup des Comores, dans des logements indignes. Et donc, on est dans un territoire assez ambigu, ou en tout cas assez complexe à comprendre, puisque globalement, personne n'est au chômage, mais beaucoup de gens sont des travailleurs pauvres. Et donc, voilà, ce qui est intéressant dans cette idée-là d'exacerbation notre idée de dire il faut regarder les effets induits du rebond industriel, c'est de se dire finalement, on a tendance à le faire en période de désindustrialisation, de regarder tous les effets induits de la désindustrialisation et les effets en cascade que va avoir le départ d'une entreprise ou de plusieurs entreprises. Là, ce qu'on invite à faire avec cette étude, c'est à regarder aussi les effets induits positifs et négatifs du rebond industriel, comme on le fait plutôt en période de déprise. Troisième et dernier enseignement, il me reste combien de temps ? 2 minutes. 2 minutes, c'est parfait. C'est la nécessité de se rendre attentif à ce qu'on a appelé les effets d'aubaine et les effets d'éviction liés au rebond industriel et à ceux qu'il est susceptible de générer, pour éviter notamment que le rebond industriel soit synonyme d'augmentation des inégalités, comme je le disais, d'accès notamment à la mobilité et au logement. On a souvent tendance à résumer le rebond industriel. Vous avez, si vous regardez un peu ce qui se passe autour de Dunkerque, autour du Cotentin ou d'autres territoires, on a souvent tendance à le résumer par plus 5 000 emplois, plus 10 000 emplois, plus 20 000 emplois. Donc une entrée très quantitative, comme si l'afflux de nouveaux actifs, c'était finalement seulement une couche d'habitants supplémentaires qu'il s'agissait d'accueillir, et donc il suffirait de quantifier les besoins en logement et en mobilité. Or, on voit bien que, et notamment nos travaux d'enquête montrent bien qu'il faut aussi en qualifier la géographie et la sociologie de ce rebond industriel et se poser la question, pour quel public cette dynamique industrielle est-elle positive ou génère-t-elle des effets positifs et potentiellement des effets d'aubaine, et pour qui, au contraire, c'est source de décrochage et de difficultés. Je vous donne 2-3 exemples. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais choisir sur le Cotentin. Sur le Cotentin, par exemple, on a fait tout un travail avec les acteurs pour essayer de repérer qui sont les plus vulnérables face à l'effet d'éviction que peut générer le rebond industriel, et qui, au contraire, sont les mieux placés pour tirer parti de l'effet d'aubaine de ce rebond industriel. Et ça nous permet, par exemple, de voir que les jeunes du territoire, qui étaient déjà présents, n'ont plus les moyens d'accéder à la propriété parce que les prix du foncier et les prix de l'immobilier ont explosé. Et donc, ces jeunes-là se retrouvent bloqués dans leur trajectoire résidentielle suite à ce rebond industriel et à l'augmentation du salaire moyen. C'est aussi le cas pour les travailleurs saisonniers, par exemple, plutôt travailleurs saisonniers agricoles ou touristiques, qui vont se retrouver en concurrence avec les intérimaires de l'industrie au salaire plus élevé pour l'accès, par exemple, au camping. Les mieux placés pour tirer parti de cet effet d'aubaine en face, c'est plutôt les investisseurs qui rénovent des immeubles pour les vendre à la découpe, dans le centre de Cherbourg notamment. On nous en a beaucoup parlé avec une explosion du phénomène Airbnb à Cherbourg. Et puis, par exemple, les campings, sachant que le secteur est beaucoup moins régulé que le logement en dur. Et donc, il y a des mécanismes dans lesquels tout un tas d'acteurs de l'hôtellerie de plein air vont pratiquer des prix totalement exorbitants pour accueillir des saisonniers ou des actifs de l'industrie grand mobile, mais qui pratiquent, qui s'ajustent à la demande et qui du coup tirent les prix à la hausse.
moralité, les effets induits du rebond industriel sont socialement différenciés et du coup, cette étude essaye d'insister sur l'idée de continuer à porter une analyse socialement différenciée sur ces effets. Et pour conclure, je dirais juste que ça nous invite collectivement à regarder les besoins de régulation publique parce que effectivement, s'il y a effet induit bien au-delà strictement des actifs de l'industrie, eh ben, ça veut dire qu'il faut regarder bien au-delà des effets des actifs de l'industrie, quelle est la capacité régulatrice des pouvoirs publics pour pouvoir accompagner les plus vulnérables et potentiellement réguler les effets d'aubaine de celles et ceux qui, tirent profit de cette dynamique. Ça nous invite notamment à regarder la dynamique grand chantier et les projets grand chantier qui sont qui ont cette vertu de regarder les effets induits pour les actifs des grands chantiers en matière de logement et de mobilité, donc d'essayer de regarder comment se coordonner au mieux pour que les actifs des grands chantiers aient accès au logement et aient accès à la mobilité. Mais nous, ce qu'on invite à dire, c'est finalement, il faut regarder bien au-delà des actifs strictement concernés par un chantier et regarder bien tout le territoire dans son ensemble, notamment bien au-delà des secteurs industriels. Merci Manon. Non mais c'est très intéressant tout ce que tu racontais parce qu'en fait c'est un des mérites de cette étude et ta prise de parole là le rend bien. C'est que tout ça est très concret. Le développement industriel, les territoires, tout ça est vraiment très concret. Ça s'incarne par des logements, des mobilités et toutes ces dynamiques que tu viens de raconter. Donc merci beaucoup. On va pouvoir en parler ensemble. Donc je rappelle rapidement donc avec Nathalie Bazir qui est secrétaire confédérale à la CGT et qui est notamment chargée de l'aménagement et du logement. Et en plus, petit bonus, elle connaît bien le Cotentin. Arnaud Lemarchand, vous êtes maître de conférence à l'Université du Havre et vos travaux portent sur les travailleurs mobiles, on va y venir immédiatement. Et puis Olivier Bouba-Olga, économiste, professeur en aménagement, c'est intéressant. Et puis aujourd'hui, chef du service de la DATAR de la région Nouvelle-Aquitaine, on va en reparler. En fait, les constats que Manon a dressés sont intéressants parce que montrent que le développement industriel, le rebond industriel sacré de l'emploi, c'est une source de développement. Les ménages en bénéficient, c'est incontestable, mais ça vient avec certaines tensions. Donc, Arnaud Lemarchand, dans vos travaux, vous avez pu observer que cet habitat des travailleurs mobiles qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, c'est-à-dire ceux auxquels on fait appel, par exemple, pour l'entretien d'une centrale nucléaire, dans le Cotentin, c'est ça, c'est 6 mois, où c'est très dense, et ces compétences, elles ne sont pas à demeure dans le territoire, donc c'est des gens qui viennent, très qualifiés en l'occurrence, et puis dans d'autres territoires, les saisonniers, parfois peu qualifiés, vont et viennent là aussi. Bon, ça suppose tout un tas de questions. Et en fait, il semblerait que ça crée dans les territoires de ce rebond industriel des gagnants et parfois aussi un peu des perdants. Selon vous et selon vos travaux, qui sont ces ménages qui sont les plus touchés et les plus concernés par ces questions de rebond industriel? Est-ce que vous avez quelques exemples précis à apporter dans ce que les ménages vivent dans ces territoires qui connaissent parfois ces à-coups? Alors, on m'entend là, c'est bon. Je ne rentre pas tellement habituellement par la question des ménages, mais je vais essayer de trouver une réponse. Alors, donc, ce qui est certain, c'est que ce rebond industriel, il implique des déplacements de travailleurs, soit des gens qui viennent de loin et qui vont s'installer, parfois de très loin. Vous savez que l'usine de pales d'éoliennes de Cherbourg, elle a dû recruter des gens au Brésil, à un moment donné, et qui se sont installés à Cherbourg, enfin un petit effectif, mais quand même. Soit effectivement des gens qui viennent de façon saisonnière. Alors, ce n'est pas la saisonnalité au sens classique, mais beaucoup de travailleurs de l'industrie, notamment dans l'éolien, vont employer spontanément l'adjectif saisonnier. C'est une catégorie émique, c'est quelque chose qu'ils emploient. Alors, donc il y a des gens qui viennent de loin, mais il y a des gens qui viennent de moins loin aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus penser que ce rebond industriel, il s'effectue qu'avec des gens qui arrivent de l'extérieur. Alors, c'est des histoires de qualification, bien sûr, mais aussi c'est des phénomènes d'intégration dans l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez certaines grandes entreprises comme Bouygues,
par exemple, qui va faire des piles gravitaires pour des éoliennes, eh bien, Bouygues déplace ses salariés. C'est-à-dire qu'elle préfère travailler toujours avec les mêmes salariés qu'elle connaît déjà, en quelque sorte, plutôt que de recruter sur place. Enfin, ils recrutent sur place, mais moins qu'avant. Donc il y a des gens qui se déplacent, parce que l'entreprise les connaît. Et c'est vrai pour d'autres types aussi. C'est un aspect de confiance, on pourrait dire. Alors, les qualifications, ce qui est intéressant dans le rebond industriel, alors celui que j'ai le plus étudié moi personnellement, c'est la question de l'éolien, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines, c'est qu'il y a effectivement des emplois qui ne sont pas forcément très qualifiés au départ. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet une entrée dans certains groupes industriels de gens qui ne sont pas forcément diplômés. Il y a aussi des gens qui bifurquent, c'est-à-dire il y a des gens qui vont vers l'industrie. Voilà, qui changent de secteur parce que ça les intéresse aussi, pas uniquement parce que c'est contraint. C'est là on découvre aussi qu'il y a quand même un intérêt pour l'industrie. J'ai rencontré des gens qui étaient enseignants, qui sont allés travailler dans l'industrie ou dans la restauration, parce qu'ils voulaient changer de secteur et que l'industrie les attirait. L'environnement industriel les attirait. Donc ça existe aussi. Bon, maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que ce rebond industriel, il s'effectue dans un cadre professionnel qui n'est pas celui d'il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dérégulation, de fait, de décentralisation. Donc il y a davantage de contrats précaires. Il y a la disparition des CHSCT qui pose aussi un certain nombre de problèmes, parce que c'est du travail industriel. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des emplois qui peuvent être malsains ou dangereux. Et il n'y a pas forcément les espaces pour en parler. Alors, dans les aspects positifs, il y a ce qu'on voit, en tout cas dans l'éolien, mais aussi dans d'autres aspects, c'est qu'il y a une accentuation de la féminisation de l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes qu'avant. J'ai rencontré des ouvriers qui étaient passés, par exemple, de l'industrie automobile à l'éolien et qui étaient étonnés par le nombre de femmes qui travaillent dans l'usine, y compris pas simplement à des postes de tertiaire, je veux dire à des postes de production. Donc ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant. Maintenant, alors c'est pas forcément le cas à Cherbourg, mais ça a été le cas dans d'autres villes, y compris par exemple dans le nord-est de l'Angleterre, vers Hull, que je connais un peu. Parce que c'est là où sont arrivées les premières grandes usines de pales d'éoliennes, donc j'étais allé voir ce qui se passait. Là, on a un rebond industriel qui intervient après des décennies de déclin. Le problème, il est qu'il y a effectivement des embauches, mais enfin, ça ne compense pas 30 ans de déclin industriel. Et donc, il peut y avoir d'autant plus un sentiment pour certains d'être laissés pour compte, d'autant qu'il y a quelques jeunes qui, effectivement, tirent leur épingle du jeu. À la limite, vous êtes un jeune, vous êtes embauché par Siemens, qui est le plus grand groupe industriel européen. Effectivement, si vous jouez le jeu, ça vous ouvre des perspectives. Mais même si vous n'avez pas une très grande formation au départ. Mais pour d'autres, ça ne marche pas. Pour les effets de siphonnage dont vous parliez, on l'a repéré dans certains endroits. Mais il y a aussi des aspects limités. Parce qu'une partie de ce rebond industriel, il peut s'effectuer dans des cadres qui sont très exigeants. Par exemple, à Hull, où il y a tout un cluster de gens qui fabriquent des caravanes ou des mobilhomes, c'est des techniques pas très éloignées des éoliennes, des pales d'éoliennes. Donc il y a des gens qui sont partis dans un premier temps, mais qui sont retournés dans leur industrie d'origine, parce que dans la grande industrie qui revient, c'est du travail posté. Ça peut être difficile à supporter. Voilà. Donc en fait, les effets de siphonnage, ils existent. Ils sont moins importants que ce qu'on pouvait craindre parce qu'éventuellement, les cadres de travail ne sont pas les mêmes. Les cadences ne sont pas les mêmes, les rythmes de travail ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc on a, dans certains secteurs, une dimension très européenne du marché du travail, qui suppose aussi donc des circulations importantes, qui suppose des rythmes. Alors dans le cas de l'éolien, c'est un peu particulier, parce que là, il y a l'éolien à une dimension maritime. Donc on a un rebond industriel qui s'étend à la mer.
Donc effectivement, ce qui pose aussi des rythmes de travail et des navettes qui n'ont rien à voir avec celles qu'on décrit. Et donc là, on commence à avoir, c'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs, des rythmes particuliers sur 15 jours, qui est un peu ceux du offshore pétrolier, mais qui commencent, pour des histoires de cohérence industrielle, à se diffuser à terre. Merci Arnaud, parce que vous contribuez à rendre tout ça encore plus concret et à montrer qu'il y a une variété assez importante même au sein d'une industrie de ce développement éolien, mais la diversité aussi en Nouvelle-Aquitaine, elle se retrouve autant dans la reconversion industrielle du bassin de la Cortèze par exemple, dans la cohabitation entre tourisme et industrie dans le Pays Basque, dont on sait très bien que c'est aussi un espace en surchauffe, l'installation du campus de Thales dans la métropole de Bordeaux, encore une autre forme, encore un autre espace, et puis bien sûr le mythe du miracle vendéen dont on estime parfois qu'il a permis, enfin qu'il y a eu un effet de contagion positif à l'espace du bocage bressuiré. Évidemment, je ne m'aventurerai pas à donner des chiffres des créations d'emplois, c'est un des grands enseignements de cette étude, mais parmi tous ces territoires que je mentionnais, Olivier, Bouba, Olga, donc ils sont tous néo-aquitains, est-ce qu'au fond, ils connaissent tous des situations similaires, peut-être revenir encore plus sur cette diversité, parce que finalement c'est cette diversité qui invite, et on en parlera ensuite, à recalibrer, à repenser les politiques publiques. Oui, effectivement. Alors peut-être un mot pour dire que le travail qui a été fait, je trouve vraiment est passionnant et super important. Enfin, il faut s'arrêter peut-être 2 minutes sur ce que ça signifie en termes de production de connaissances, parce que c'est un peu l'activité au quotidien chez nous, quoi, dans mon service. Et puis c'est ce qu'on doit faire. Enfin, on est beaucoup à essayer de produire la connaissance utile à l'action. Les analyses quantitatives sont nécessaires et non suffisantes, on va dire. Et il y a des enjeux forts à aller sur le terrain et à produire des analyses approfondies. Et on voit bien d'intégrer la dimension territoriale, de documenter les contextes locaux pour comprendre ce qui se passe. Et peut-être un point clé, c'est documenter des processus, quoi. Regardez les interdépendances, les processus à l'œuvre, et voir ce que ça signifie ensuite derrière en termes d'action. Et il y a un enjeu fort à multiplier ce type d'analyse. C'est pas simple, ça prend beaucoup de temps. Ça joue à des échelles territoriales fines. Les exemples qui étaient cités là, on voit bien, hein, c'est pas à l'échelle d'une région dans son ensemble qu'on peut comprendre les choses, ni même à l'échelle d'un département, c'est à l'échelle des bassins de vie, on pourrait dire, ou des intercos, etc., à l'échelle où les gens vivent, où les processus se déploient. Donc c'est gourmand en temps et en compétences, mais ça me semble très important d'insister là-dessus. Les 3 cas sont intéressants. Peut-être c'est pour partie des cas, qui ont une certaine spécificité quand même. Hein. Donc là, ça a été dit et c'est super intéressant à étudier ces cas-là. Effet gros chantier temporaire, qu'est-ce que ça produit, etc. Le bressuiré, c'est un petit peu différent. Alors c'est un territoire sur lequel j'avais travaillé il y a pas mal de temps. C'est vrai que c'est une histoire longue. Moi, j'ai souvenir de la quasi-fermeture, disparition de Liège sur le bocage bressuiré. Gros choc. La région dit oulala, ça va être la catastrophe. Il faut agir, il faut mettre beaucoup de sous pour sauver, etc. Et en fait, ça s'est quasiment pas vu sur le territoire parce que les entreprises autour de Liège, Liège licencie, on va avoir de la main-d'œuvre à recruter. Donc voilà, des choses quand même. C'est ça le miracle. Ouais. Donc mais c'est donc des problèmes qui existent depuis longtemps hein, sur le bocage. Mais peut-être dire donc. On a des contextes locaux avec des spécificités à intégrer, mais effectivement, peut-être ce que j'ai envie de dire, c'est que le travail que vous avez fait sur ces territoires, dire quasi plein emploi, en fait, les problèmes, on les retrouve quasi partout, quoi. C'est les problématiques de recrutement. Parce que c'est ça en sous-jacent. On prend un cas limite, on se dit, bah là, oui, forcément, alors peut-être c'est plus fort, peut-être ça prend un peu d'autres formes, mais sur tous les territoires sur lesquels nous, on travaille en région Nouvelle-Aquitaine, et je pense que c'est vrai un peu partout, on rencontre des entreprises. Leur problème numéro 1, c'est ça, hein. On veut recruter, on n'y arrive pas. Première idée, finalement, je pense que les enseignements peuvent être, on peut monter un peu en généralité sur ce que nous disent ces analyses de terrain. Je pense aussi que c'est des problématiques qui peut-être vont s'accentuer. Tu l'as dit un petit peu maintenant au départ en parlant de déprise démographique et de vieillissement de la population. Bon, c'est des choses sur lesquelles on est en train de beaucoup travailler et produire des choses en ce moment, parce que toutes les projections démographiques, tout ce qu'on sait aujourd'hui, on sait que ce problème-là
va s'accentuer, mais fort, 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 hein, et qu'on va avoir des problématiques croissantes de recrutement et de transmission d'entreprise, et sur beaucoup de territoires. Donc là aussi, il y a un enjeu, fort à se dire, qu'est-ce que ça... Et donc, gros point, enfin ça j'ai l'impression que ça fait des années et des années et des années qu'on est de différentes façons beaucoup à le dire. Ce que ça montre, c'est que la problématique recrutement et ces problématiques derrière le développement éco-local, c'est des problèmes multidimensionnels et que la réponse en termes d'action publique numéro 1 ne relève sans doute pas des politiques de développement économique, mais de toutes les politiques qui agissent sur les très 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 mal nommés freins périphériques à l'emploi, qui sont absolument pas périphériques, qui sont totalement centraux, quoi. Donc les problématiques de logement, de mobilité, de formation, alors ça c'est plus classique, on va dire, de santé. Santé au travail, santé pour accéder à la formation, etc. De garde d'enfants. Voilà, c'est en fait les problématiques qu'on a à traiter pour aider au recrutement des entreprises et pour aider à l'accès à l'emploi des personnes qui recherchent un emploi, c'est ça, les enjeux clés. Et bon, c'est ce que vous montrez, et en montrant que ça se joue de différentes façons, que ça pèse plus ou moins selon les territoires, que voilà, mais que le défi auquel on est confronté, c'est ça. C'est comment on peut penser ces processus, ces interdépendances à des échelles locales. Et comment derrière, il faut agir et comment on peut agir. Et là, bon, alors c'est peut-être plus l'objet de deuxième table ronde, si j'ai bien compris, mais en gros, mon sentiment, et c'est mon désespoir presque un peu, c'est que je trouve qu'on n'est pas bon, quoi. On n'y arrive pas. On en parle ensemble juste après, hein. Donc je passe la parole en fait à Nathalie Bazir et on y revient. Mais j'imagine que tout ce que vous venez d'entendre vous interpelle, enfin en tout cas j'espère. Mais au fond, la question qu'on se posait, c'était est-ce qu'il reste aux salariés dans ces territoires, est-ce qu'il leur reste la possibilité de choisir où habiter? Est-ce que tout n'est que contrainte? Peut-être que c'est un peu trop fort de le dire comme ça, mais en tout cas, comment ça interpelle la CGT, la vie des salariés dans ces territoires-là? Déjà, bonjour à toutes et tous, et puis bravo pour l'étude. L'intervenant l'a dit très bien, comme je le pense également. Merci aussi de donner la parole au monde du travail par une organisation syndicale, mais je redis, voilà, bravo pour l'étude. Moi, j'ai lu ça avec passion. Surtout que je trouve qu'il est vraiment intéressant de traiter la thématique du logement et de l'emploi, et vous l'avez mis en intégrant les questions de mobilité, parce que moi, je voudrais tout d'abord, par rapport à la question, revenir un peu sur ce qu'est la place du logement par rapport au monde du travail. Et à savoir que le logement, aujourd'hui, représente le premier poste de dépense des salariés, et que la crise du logement, elle entraîne une précarisation et un isolement du monde du travail. Voilà. Parce qu'on parle d'aménagement du territoire, de rebond industriel et des conséquences, mais je voudrais quand même redire le contexte dans lequel on est. Redire aussi que le logement, c'est un droit qui a été instauré par une loi de juillet 1989, et que nous, à la CGT, on parle de droit inaliénable et on demande à ce qu'il soit inscrit dans la Constitution. Le logement, c'est aussi une des bases de l'espace bâti et le point d'ancrage de la plupart de nos mobilités, et en particulier celle concernant le domicile et le travail. Ça a été un peu dit, mais je voudrais y revenir. C'est une question prioritaire qui doit être traitée si on veut résoudre les problématiques liées à l'embauche. On parle beaucoup d'embauche, de problèmes de recrutement, mais il faut aussi qu'on parle de maintien dans l'emploi. S'agissant évidemment que le lien est lui-même parfaitement établi par le patronat, ça a été dit précédemment, mais il y a des chiffres assez clairs. Le patronat qui déclare pour 19% d'entre eux des refus d'embauche à cause du non-logement ou du mal-logement. Ce sont des chiffres 2023 d'Action Logement, ce n'est pas la CGT qui les invente, et c'est 500 000 salariés qui refusent des offres d'emploi selon la Fondation pour le logement des défavorisés. Alors, puisqu'on parle de rebond industriel, implicitement on parle de zone tendue. Vous m'interrogez sur les conséquences pour les salariés. Il y a évidemment la question de la pénurie des logements, mais surtout la pénurie des logements abordables.
notamment dans ces zones de plein emploi à fort rebond industriel. Ça les force à s'éloigner, créant malgré eux une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc les questions environnementales, elles sont prégnantes, et les questions sociales également, puisque ça crée un cercle vicieux entre coût du transport et précarité. Je vais donner un exemple qui n'est pas dans votre étude, le Morbihan, qui est un territoire à fort développement touristique et où de nombreuses collectivités territoriales ont misé sur ces questions-là, avec une industrialisation qui était assez forte, et je pense notamment à l'entreprise Michelin à Vannes, avec des salariés sur ce territoire qui, avec 20 ans ou 30 ans d'ancienneté, habitaient à quelques kilomètres, pas plus de 5 kilomètres dans l'entreprise, qui, du fait de ce rebond touristique, qui a fait écho au rebond industriel des années précédentes, ont dû s'éloigner à plus de 25 voire 30 kilomètres, et qui pourtant avaient 20 ou 30 ans d'ancienneté, et qui ont subi malgré eux ces conséquences, qui ont dû s'éloigner parce que le logement n'est plus abordable sur ces territoires-là, et qui pourtant étaient dans des territoires industrialisés. Et ça, c'est vrai que j'avais envie de l'évoquer parce que ça n'apparaît pas forcément dans ce sens-là dans l'étude. Donc, le droit au logement digne et abordable, j'insiste là-dessus, il est de ce fait bafoué, et on le transforme en un luxe inaccessible. Ça a été dit sur la question des Airbnb, mais ce n'est pas que cette question de l'offre qui est importante. Manon a parlé de la réhabilitation du parc immobilier. OK, on a besoin, c'est nécessaire, hein, on est favorable à ce qu'il y ait une agence nationale de rénovation urbaine, on est favorable à Action Cœur de Ville par Action Logement. Mais attention à que ça ne devienne pas l'objet de la spéculation financière, et que cette réhabilitation n'entraîne pas une augmentation, encore une fois, des logements. Et c'est le cas notamment dans le Nord Cotentin. Et puis pour terminer, je voudrais rappeler aussi que selon l'USH, il y a 2,9 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social, donc en particulier les travailleurs et les travailleuses. Et que pour les salariés, le logement, c'est un coût moyen de 27% de leurs revenus. Ça peut monter jusqu'à 50, voire 70% dans certaines métropoles. Et en particulier, pour les locataires en zone tendue, et ça a été évoqué aussi, la question de l'accession à la propriété. Donc évidemment, mais on va revenir après, nous, on considère qu'à partir de toutes ces données, et celles qu'on met en avant, on doit alerter, et qu'il faut qu'on réfléchisse au rôle de l'État, à la place des travailleurs et des travailleuses, et aux leviers qui peuvent être activés du côté notamment du patronat. Merci Nathalie. En fait, si on tire le fil, ou en tout cas on s'inscrit dans la suite de ce que vous venez de dire tous les trois, dans ce premier temps, finalement, le rebond industriel, ça questionne l'action publique dans les territoires. Ça questionne la manière de la produire. Et peut-être, Olivier Bouba-Olga, ça questionne, ou est-ce que ça questionne vraiment son échelle? Est-ce qu'en fait, on n'arrive pas à bien intervenir sur les questions et les phénomènes que vous avez exposés? Parce que, je ne sais pas, on prend ça à l'échelle régionale pour ce qui vous concerne, ou alors à une autre échelle. Bon, est-ce qu'il y a vraiment une question là-dedans? Alors, il faut se poser la question de l'échelle, mais pas trop, et pas trop longtemps. Enfin, pour peut-être se la poser un peu, parce que quand même, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure. L'échelle régionale, on est trop sur du macro. Il y a des choses à faire. On doit documenter les choses. On peut justement produire la connaissance utile de cadrage, quoi. Où est l'industrie, quel type d'activité, etc. Bon. Mais et il y a des régulations de toute façon à initier à toutes les échelles. Mais après, il faut vraiment se caler sur à l'échelle où les processus se déploient. Donc plutôt des échelles fines. Donc c'est de l'infrarégional, infradépartemental. Après, le point d'entrée, nous, dans ce qu'on fait, dans toute la production de connaissances qu'on fait, parce qu'il y a des enjeux non seulement d'études, mais aussi d'action, on retient souvent comme point d'entrée, mais c'est plus ça, c'est le point d'entrée dans la réflexion, les intercommunalités. Bon, voilà. Si j'étais que chercheur, je dirais je prendrais zone d'emploi ou etc. Bon, mais il y a ces gens. Bon, voilà. Rentrons par là. Zone d'emploi, c'est une catégorie de l'INSEE qui n'a pas de pouvoir voilà, administratif. C'est un zonage d'études, on va dire, les zones d'emploi, alors que bon, les intercos, c'est une échelle d'action aussi. Donc c'est important aussi d'emblée de poser. Bon, voilà. Mais ne nous y enfermons pas.
Par exemple, sur ces sujets-là où il s'agit de penser les problématiques emploi, logement, etc., on peut rentrer. Mais après, tout de suite, on peut brasser des chiffres sur les mobilités domicile-travail, voir un peu quels sont les intercos en interaction, quel système on arrive à dessiner, etc. Donc, bon, voilà. Mais ensuite, donc, il faut pas voilà, il n'y a pas de périmètre idéal, hein. Il n'y a pas de périmètre pertinent, enfin, pour tout sujet, de toute façon, enfin, c'est à problématiser à chaque fois. Plutôt des échelles fines, et puis ne pas s'y enfermer, parce qu'en matière d'action, de toute façon, vu l'éclatement des compétences entre les acteurs, les ressources mobilisables par les uns et les autres, on sait que la réponse, c'est du multi-acteur, multi-échelle. Voilà, c'est l'idée forte à retenir, c'est ça. Il faut multi-acteur, multi-échelle. Donc, ce qui pose des problèmes redoutables de coordination. Comment on fait pour enrôler les différents acteurs, pour que ça travaille ensemble, pour que chacun, voilà, bon, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est là où on a des désajustements. Mais donc voilà, plutôt rentrer à des échelles un peu... Prenons, ok, bocage-bressuré, on rentre par là. Et déjà, il y a une diversité au sein du bocage, mais c'est pas grave. Ok, on rentre par là, on voit un peu comment ça se structure. Est-ce que ça déborde? Est-ce qu'il faut penser... Il y a des interdépendances fortes, effectivement, avec le Choletais, etc., sur certains aspects, donc il faut aussi travailler ça. Bon, voilà. Et sur chaque territoire, je pense que c'est un peu l'enjeu, quoi. Et après, derrière... c'est comment on fait, oui, pour mettre en mouvement ces systèmes d'acteurs. Alors, il y a des petites initiatives, mais bon, notamment ce qui a été poussé un peu avec la mise en place des comités locaux pour l'emploi, là. Donc, il y avait un peu cette idée-là, je pense, un peu initiée par France Travail, etc. Bon, on va voir ce que ça donne. Je suis plutôt un petit peu inquiet de la façon dont ça se fait, parce que c'est souvent quand même, on reste dans des approches qui me semblent un petit peu trop descendantes, ou etc. Bon, c'est le préfet qui va organiser ça. Moi, je sais qu'on a eu un peu des débats, on a été mobilisés parce que fallait réfléchir. Mais à quel périmètre? Le préfet a dit, c'est mon arrondissement, quoi. Ce sera bon, voilà. Alors que je suis pas sûr que nous, on avait proposé justement de travailler sur les données mobilité domicile-travail pour voir un peu. Bon, bref. Donc peut-être ça, c'est une vraie question et on n'aura peut-être pas la réponse, mais à poser. C'est les enjeux de gouvernance, quoi. Comment on fait bosser ensemble, public, privé, etc. Alors, dans peut-être les spécificités des territoires que vous avez investigués, le bocage bressuré, on y va souvent. C'est très souvent pris en exemple parce que c'est très spécifique aussi de ce point de vue-là. C'est-à-dire c'est assez fluide, quoi. Dans les relations publiques-privées, il se passe plein de choses, il y a beaucoup d'initiatives locales, etc. Bon, il y a des territoires où on a ça, c'est super, parce qu'il se passe des choses, alors aussi avec toujours des problèmes à traiter, quoi. Sur d'autres territoires, waouh, c'est beaucoup plus dur. Et comment on fait là? Dans ces cas-là, c'est pas simple. Merci Olivier. Arnaud, peut-être sur la cible, les travailleurs en particulier que vous analysez, moi en fait je me demandais tout simplement d'un point de vue de politique publique comment on les accueille alors qu'ils ne s'installent pas. Ça pose des problèmes un peu spécifiques. Alors ça pose des problèmes qui vont redevenir très urgents, notamment sur les chantiers des nouveaux EPR, parce que là on va avoir des montées très importantes. On peut avoir jusqu'à plusieurs milliers, dizaines de milliers de salariés qui vont arriver pour une période courte. Et donc c'est un problème d'avenir, quoi. C'est pas... Voilà. Donc là, il faut organiser aussi un habitat de passage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire comme s'il n'y aura pas d'habitat de passage. Il va y en avoir. Donc en fait, ça suppose aussi un gros travail de négociation. Alors ce qui est intéressant dans l'étude que vous faites, c'est que vous montrez très bien que le rebond industriel amène beaucoup d'acteurs à renégocier un certain nombre de choses. Je pense que l'habitat de passage, il faut le négocier aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme si on va l'éradiquer, ça c'est pas possible, et c'est pas souhaitable, je pense. Mais du coup, il faut le négocier et ça suppose aussi effectivement des réflexions sur les transports en commun. Alors parfois c'est pas si mal organisé que ça, même si c'est par improvisation. On parle beaucoup d'un besoin de planification. Dans les faits, quand on regarde ce qui se passe, c'est plutôt l'improvisation qui règne qu'une planification, parce qu'il y a des aléas de chantier, parce que c'est très bien expliqué dans l'enquête. Donc, je pense qu'effectivement, il faut arriver à trouver une gouvernance dans certains territoires. Alors, il y a des territoires qui ont des habitudes anciennes. À Saint-Nazaire, d'une certaine façon à Cherbourg, dans le Cotentin, il y a des acteurs qui ont déjà l'habitude depuis longtemps de faire avec ces contraintes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'habitat de passage, il a aussi des conséquences durables.
C'est-à-dire que l'habitat de passage, c'est aussi de l'habitat. Mais l'habitat de passage, par exemple, on a vu un camping à côté de Cherbourg, où qui loge énormément de travailleurs de passage. Il y en a plusieurs. Donc ça, c'est un habitat de passage qu'on considère plutôt satisfaisant ou qui doit être régulé. Alors, je pense que ça peut être une solution. Après, justement, il y a des réflexions, y compris de la part de certains employeurs, sur la qualité des mobil-homes, sur les services qui sont associés dans le camping, y compris parfois pour des raisons, on va dire, très industrielles. Il y a l'idée que si les salariés sont mal logés, leur productivité va souffrir. Et donc, à un moment donné, voilà, c'est aussi l'intérêt de tout le monde que les salariés de passage soient correctement logés. Qu'il y ait un système de desserte en transport en commun, qu'il y ait des services sur place. Si on veut que certaines communes acceptent plus facilement l'installation de ce type d'équipements collectifs, c'est intéressant aussi qu'ils permettent de cofinancer, par exemple, des équipements collectifs qui vont servir aussi aux résidents permanents. Ce qui est envisageable, des centres sociaux, des services publics, quoi. Voilà. Donc en fait, mais maintenant, il faudrait arriver à intégrer effectivement cet habitat de passage de manière plus systémique en fait dans les territoires. Il y a beaucoup de négociations en jeu. Moi, j'aurais tendance à rejoindre Madame Bazir. Je pense que le label gros chantier, normalement, ça permet d'intégrer les syndicats. Et je pense que c'est important de négocier entre différentes parties prenantes, comme on dit, du logement. Mais je pense que c'est important aussi d'entendre le point de vue des représentations des travailleurs. Parce que sur un certain nombre de points, ils sont aussi au courant des problèmes dont n'ont pas forcément conscience, et c'est pas par volonté de ne pas voir, c'est parce qu'ils n'ont pas la formation, parfois, des gens qui doivent s'occuper de ces questions de logement. Donc c'est quand même intéressant d'entendre le point de vue aussi des gens qui sont concernés, pas simplement des résidents permanents, mais aussi des gens qui vont passer parfois plusieurs mois. Et en fait, parfois, c'est des résidents de passage qui vont durer très longtemps. À Flamanville, il y a des gens qui ont passé 10 ans. Oui. Donc, renouvelés de contrat en contrat. Donc, au bout d'un moment, il y en a qui ont fini par s'installer dans le coin. Oui, donc, il y a ces travailleurs-là spécifiques, il y a les résidents permanents, il y a l'intercommunalité, peut-être celle d'à côté, la région, pourquoi pas, évidemment les entreprises. Ça fait beaucoup de monde à mettre autour de la table. Nathalie Bazir, il me semble que la CGT propose certaines choses qui sont bonnes à mettre sur la table pour en discuter ensemble, pour faire en sorte de discuter tous ensemble et de ne pas laisser les salariés sur le bord de ces discussions. Qu'est-ce que vous proposez ? Déjà, je me réjouis qu'on arrive à croiser les regards, économie, chercheurs, et monde du travail, et que l'étude aussi, elle permet de réagir et de tirer des enseignements. J'ai entendu beaucoup parler de l'EPR et le chantier de Flamanville. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'ai été secrétaire générale de la CGT de la Manche, j'ai vécu les aléas du travail et les plus de 15 000 salariés qui ont œuvré pour ce chantier, dont des étrangers. Je pense qu'à un moment, je vais le dire avec des mots de syndicaliste, il faut arrêter de subir les injonctions des industriels qui parfois arrivent sur des territoires en disant à des collectivités territoriales j'ai besoin de tant de logements, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, ou alors qui ne disent rien du tout. On a parlé de la question des logements, je vais le dire, précaires. Ce qu'on a pu voir avec 420 salariés roumains et polonais qui ont été logés dans des conditions indignes dans ce pays qui est celui des droits de l'homme. Excusez-moi de mon émotion, mais en tout cas, ça a été une bataille de 10 ans de syndicalistes. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on soit attentif. Et ça a été dit, mais la labellisation grand chantier, avec l'ambition pour notre pays de construire 6 nouveaux EPR, doit être prise en compte pour intégrer ces questions de politique publique. Et je vais venir sur comment on crée les conditions que ça puisse fonctionner. Alors, il y a effectivement de dit qu'il n'y a pas de périmètre pertinent. Regarder au cas par cas, pourquoi pas.
mais je pense aussi qu'il faut qu'on engage de véritables politiques publiques qui lient à la fois les aménagements du territoire, les enjeux sociaux pour répondre aux besoins, et qu'on intègre les questions environnementales par des mesures qui assurent la prise en compte des transformations du travail et du monde dans lequel on vit. Le logement, ça ne doit pas être un truc à part, un truc à côté. C'est comme la question de la place des services publics. Ça doit être intégré et ça doit être partie prenante de cette attractivité, y compris pour les industriels et les salariés. Il y a quelques leviers fiscaux que l'État peut mettre en place, notamment l'encadrement du prix des matériaux sur les parties construction ou la baisse de TVA à 5,5 pour les opérations d'investissement du parc HLM. Mais je voudrais surtout alerter sur la question de la place de l'État comme État stratège. Et nous, on revendique la création d'un grand service public de l'habitat et du logement pour permettre d'anticiper et de planifier, et que ce grand service public de l'habitat, il pourrait prendre les décisions que je viens d'évoquer. Ça passerait par une loi de programmation, comme on sait le faire sur les questions militaires qui malheureusement prennent un peu trop de place dans ce pays, alors que je redis que le premier poste de dépense des travailleurs, c'est le logement. Et puis, décider de donner une place aux organisations syndicales pour donner la voix aux travailleurs, c'est ne pas remettre en cause le paritarisme, la représentation des organisations syndicales chez Action Logement, le défendre contre toute logique de financiarisation. Ça, c'est aussi la garantie que l'argent des travailleurs et des travailleuses sert leur accès au logement. Il faut aussi laisser jouer leur rôle aux bailleurs sociaux, à l'inverse de ce qui est proposé dans le projet de loi, logement, qui notamment permettrait un droit de veto aux maires. Je rappelle que l'AMF s'est mis vent debout contre cette proposition. Et puis, plus localement, nous, on propose que les organisations syndicales, tout comme la société civile, je redis que ce ne soit pas juste un match de ping-pong entre industriels et collectivités territoriales qui sont déjà asphyxiées par des budgets qu'on leur réduit de plus en plus. C'est qu'on soit associé à l'élaboration de politiques locales de l'habitat, aux études liées, qu'on participe à la concertation par ce qu'on appellerait des comités locaux de l'habitat. On a parlé de comités locaux de l'emploi, mais vraiment qu'on soit acteur, qu'on pense différemment, qu'on intègre, je redis, ce qui peut se passer sur un territoire et qu'on réponde réellement aux besoins des travailleurs. Et que ça, peut-être que ça émerge un peu plus du territoire, puisque Olivier Bouba-Olga... Plus du monde du travail, surtout. Quand ça... Plus voilà. Du monde du travail. Voilà. Et okay. de ceux qui vivent sur un territoire donné et qui savent quels sont leurs besoins. Et je reviendrai après à la dernière question sur comment on agit dans l'entreprise. Merci beaucoup. Oui, je vais terminer ce moment, l'animation, pour parler d'un troisième temps. Du coup, ce troisième temps, j'aimerais un peu le consacrer à la forme que prend aujourd'hui le rebond industriel. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une différence quand même assez marquée par rapport au passé. Je vais y venir très rapidement. Quand on a pu voir en fait l'anniversaire des 80 ans du plan qui a été fait il y a 2 semaines en grande pompe, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans la même époque quand même. Avant, c'était fondé sur une quantification des besoins de manière ultra centralisée à l'échelle nationale, avec certes des parties prenantes qui pouvaient discuter autour du plan, mais qui étaient quand même plutôt des institutions nationales. On imagine bien qu'on n'agit pas de la même manière aujourd'hui. On n'agit sûrement pas de la même manière aujourd'hui aussi, puisque là, on est dans un contexte aussi qui est différent, beaucoup plus mondialisé d'une part, et d'autre part parce que le monde du travail a été transformé par cette mondialisation, par différents processus. Et ce que j'aimerais poser un peu à tout le monde, c'est de quelles connaissances et quels récits avons-nous besoin pour agir dans le rebond industriel, et surtout, quelle action on peut proposer face à cette évolution, finalement, face à quelque chose qui n'est plus le rebond industriel d'il y a 50 ans. Donc j'aimerais commencer un peu avec toi, Arnaud, puisque tu l'as quand même pas mal documenté dans tes travaux. Qu'est-ce que ça nous raconte, finalement, la réindustrialisation aujourd'hui par rapport aux périodes passées? Quels sont les grands processus, selon toi, qui font que la nature du travail industriel a pu changer, les rapports entre salariés et patronat ont pu changer? Qu'est-ce
qu'est-ce qui diverge selon toi et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui aux syndicats, à l'action publique et aux employeurs, les reconfigurations qui ont été à l'œuvre? Alors, moi, je suis parfois aussi frappé par les similitudes avec des périodes antérieures. Mais enfin, bon, c'est pas la question. C'est intéressant de les pointer aussi. Mais il va falloir rappeler qu'il y en a aussi. Hein. Bon, c'est des processus industriels et on retrouve des très vieilles problématiques industrielles. Donc, maintenant, ce qui me frappe, alors d'abord, il y a le degré d'automatisation, hein, effectivement, par rapport à certaines périodes, hein, donc qui modifie une partie du contexte du travail. Il y a ce contexte de décentralisation des relations professionnelles en France, mais on l'a déjà vu à des périodes plus lointaines. Hein, donc, en fait, par rapport aux 30 Glorieuses, c'est plus pareil, mais par rapport à d'autres périodes, ça s'était déjà produit comme ça. Ce qui me frappe dans beaucoup d'industries, c'est aussi le retour de forme, on en a parlé, hein, de saisonnalité. Hein, qui était pendant très longtemps, l'industrie a désaisonnalisé le travail, autant le plus qu'elle pouvait. Hein. Alors, pas absolument toutes les industries, hein, les sucreries ont toujours regardé des dimensions saisonnières, mais là, on retrouve quand même des industries qui ont des dimensions saisonnières. Donc avec des cycles dans l'année. Alors c'est pas à la saison au sens agricole, hein, enfin bon, il y a une variation annuelle et je pense que ça renvoie à des choses qui sont aussi alors qui ont existé au 19e siècle, hein, c'est pareil, hein, enfin qui par rapport aux décennies précédentes changent beaucoup de choses. Ce qui explique aussi d'ailleurs ces tensions sur le logement, puisqu'en fait on a effectivement des gens même qui sont sur place. Ce qui peut d'ailleurs aussi amener dans certains endroits à un retour aussi à des formes à nouveau très anciennes de polyactivité. C'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent une partie de l'année dans l'industrie, une partie de l'année dans le tourisme, ou dans d'autres secteurs. Alors c'est pas des effectifs énormes, mais ce n'est pas absolument exceptionnel. Hein. C'est assez frappant. Hein. Alors, ce qui pose aussi d'autres problèmes de mobilité, hein, parce qu'en fait, les gens se déplacent aussi beaucoup hein, à l'échelle de la région, parce qu'ils ne travaillent pas aux mêmes endroits, hein, selon la période de l'année. Voilà. Et bien maintenant, je vais passer la parole à Olivier. Tu es assez connu sur les réseaux pour tes cartes et tous les services que font et toutes les cartes que peut faire ton service, la Datar. Et donc, j'aimerais un peu t'amener à te questionner un peu sur du coup de quelles connaissances aujourd'hui nous avons besoin. Tu avais déjà un peu évoqué le sujet en première partie de table ronde. Qu'est-ce qui te semble intéressant? Est-ce qu'il faut tout quantifier? Je crois que tu dis bien que c'est pas ça. La Datar, justement, elle avait essayé de faire ce pas de côté dans les années 80 en faisant une mission photo en 1984 auprès de 12 photos pour renseigner sur les paysages de la France. Toi, à quoi tu penses quand tu penses à cette mise en récit? Est-ce que tu as des exemples de documentation qu'on pourrait faire pour alimenter la décision publique et l'action? Oui, de manière générale, je pense que c'est vraiment mobiliser tous les matériaux, tous les outils mobilisables quoi, pour documenter ce qui se passe donc, sur les territoires. Donc méthode mixte, quoi, hein, oui, on a besoin de quantifier, on a besoin de compter où sont les gens, où sont les entreprises, etc. Voir ce que ça fait bouger, compléter par du travail analyse qualitative. Sur l'industrie, là, sur comment ça bouge, comment ça évolue, bon, on a quand même des tendances lourdes sur l'évolution de la géographie industrielle, hein, quand même, on a une grosse bascule, on sait, dans le temps long, entre un grand quart nord-est, et là, ça allait ouest et sud, etc. C'est logique, macro-territorial continue à jouer, c'est important. Peut-être dans ce qu'on documente, nous, quand on quantifie un des points, enfin, c'est pareil, c'est aussi réinterroger parfois les idées reçues, les allants de soi. Nous, on regarde, elle est où l'industrie? Bon, la moitié de l'industrie néo-aquitaine est sur des communes rurales. Donc, par rapport à parfois des discours, l'industrie maintenant, c'est plutôt des trucs très innovants en monde urbain, etc. Bon, ça reste très prégnant. Donc voilà. Et donc compléter donc par ce type de travail. Et peut-être j'irai encore un cran plus loin. Donc nous, c'est l'idée. Hein, c'est on produit des cartes, on brasse des chiffres. Il faut aller sur le terrain, rencontrer les acteurs, voir comment ça nous permet de voir plus clair. Et à travers tout ce qui a été dit là, presque, j'aurais envie de dire, il faudrait aller encore un cran plus loin et presque faire un peu de la microsociologie en partant des individus. Moi, je me dis, ce serait quand même pas inintéressant. Prenons le cas, pour voir un peu tous les problèmes que la personne a à gérer dans sa vie, dans son processus. Et prenons le cas, quand on parlait des problématiques emploi, d'une femme séparée, famille monoparentale,
qui a un certain diplôme, niveau de compétences, qui travaille sur un territoire, ou même interrogeons les ruptures dans les parcours et dans les trajectoires, justement. La vie en couple, etc. Bon, peut-être un emploi. Puis boum, séparation. Qu'est-ce que ça change? Et puis accéder à l'emploi. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour qu'elle accède à l'emploi? Identifier. Je trouve que ce serait. Enfin, vraiment, donc ça veut dire ouais, un peu de la micro-sociologie. Et peut-être ça veut dire un point qui me semble fondamental et qu'on ne fait pas suffisamment quand on réfléchit à l'action publique, c'est partir du besoin très précis, quoi. Le point de départ de la réflexion, ça doit être le besoin des personnes, le besoin habitant, le besoin, etc. Et essayons de le capter dans toute sa complexité, quoi. Et ensuite de voir voilà, qu'est-ce que ça nous apprend et qu'est-ce que ça signifie pour les acteurs publics ou privés qui ont des choses à faire, etc. Ce serait le complément, enfin je trouve que ce serait un complément utile, hein, quoi. Ça fait parfaitement la transition, je pense, à la question que je voudrais poser à vous, Madame Nathalie Bazir. On le voit qu'au milieu de toutes ces transformations, finalement, le syndicat, finalement, et vous le portez en tout cas à la CGT, agit sur des domaines qui dépassent, on va dire, largement le travail sur site. Et l'étude montre bien qu'il y a un intérêt à faire ça. Il faut travailler sur les questions de logement, sur les questions de mobilité. Nous, on l'a vu dans le secteur de la mobilité, hein, la loi d'orientation des mobilités, elle oblige les représentants du personnel à travailler chaque année la question de la mobilité avec les parties prenantes. Donc la gestion de la qualité de vie au travail de manière assez élargie et pas seulement sur le poste, elle est finalement adressée aux syndicats, y compris dans la loi, en tout cas sur les questions de mobilité. Donc j'aimerais savoir voilà, comment peut-être comment vous vivez ça au sein de la CGT, quelles idées émergent et sont défendus au sein de la CGT sur ces questions-là, tant sur la mobilité que sur le logement. Sur le logement en particulier, vous nous parliez tout à l'heure d'un service public, au même titre que les transports collectifs. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et enfin, voilà, j'avais une dernière petite question, ça en fait peut-être beaucoup, mais ce que je voulais savoir, c'est finalement, est-ce qu'on voit des initiatives du côté des employeurs, à la fois pour loger leurs salariés, aussi pour les transporter, hein, les cars de ramassage, ça existe toujours dans de nombreuses entreprises. Est-ce qu'on est toujours dans une forme de paternalisme industriel ou est-ce que c'est autre chose? Comment vous vous positionnez par rapport à cette prise en compte par l'employeur directement de ces questions de logement ou de mobilité via des cars de ramassage ou des voitures de fonction où l'employeur donne directement la solution de mobilité ou de logement? Comment vous dépatouillez entre ce paternalisme possible et mais aussi ces conquêtes sociales ce qui peut constituer des conquêtes sociales aussi? Alors effectivement, il y a beaucoup de questions. Je ne vais pas répondre à tout, mais c'est intéressant la façon dont vous balayez les choses. Moi, je pense qu'il faut partir de ce qui a déjà été dit avant. C'est quelle réponse aux besoins en termes de conditions de travail. Donc il faut lier évidemment les conditions de logement, les conditions de transport, et puis après la question, et je vais y revenir, de la rémunération du travail. Au sein de l'entreprise même, effectivement, il y a aujourd'hui des solutions qui sont proposées, notamment sur la question du transport. Mais si on en revient aux exemples des grands chantiers, il y avait des systèmes de cars qui étaient mis en place, par exemple, par une entreprise qui s'appelle EDF, à une époque, qui fonctionnaient bien et qui étaient accolés, qui étaient discutés niveau horaire, niveau adaptabilité, au sein même de l'entreprise par un dialogue instauré avec les instances représentatives du personnel qui prenaient en compte l'évolution du salariat. Et puis un jour, l'entreprise, elle dit, la collectivité territoriale va mettre en place un système de bus et de mobilité collective. Et comme on doit payer une taxe mobilité, eh ben nous, on va dire aux salariés de prendre ces bus-là. Sauf qu'aujourd'hui, ces bus-là, et ce qui a été dit par Manon sur l'engorgement des parkings, c'est le cas chez Orano, mais dans d'autres grands chantiers sur le territoire national, hein, ce phénomène de transfert
vers les possibilités de la collectivité territoriale avec les limites qu'elle a, même si j'y suis favorable, ne permet pas à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de pouvoir aller dans de bonnes conditions au travail aujourd'hui. Ce qui leur a imposé d'utiliser beaucoup plus la voiture, pour certains, et parce que ça ne colle pas à certains contrats de travail, notamment les plus précaires, les intérimaires. Et quand on parle de grands chantiers, avec l'historique et les enseignements qu'on en fait, on sait que ce ne sont pas majoritairement sur les chantiers les salariés et des donneurs d'ordre qui sont les premiers concernés, mais plutôt des sous-traitances à 5, 6, voire 7 niveaux. Nous, on revendique une sous-traitance à 2 maximum. Ça, c'était pour répondre à une partie de votre question que je n'avais pas anticipée, mais ce n'est pas grave. On a un vécu, comme quoi je dis, il faut qu'on nous écoute aussi sur ces questions-là. Il faut qu'au sein même de l'entreprise, et ça, le patronat va pas être d'accord et n'est pas encore d'accord, mais pour autant, on a besoin de le faire, c'est rétablir la contribution PEC, donc ce qu'on appelle l'anciennement 1% logement, à hauteur de 1% de la masse salariale. Et nous, on demande même un abaissement du seuil des entreprises assujetties à cette contribution pour les entreprises de plus de 11. Il faut que le fruit du travail serve aux salariés, et notamment pour le logement, par ce 1%. On demande également à rendre obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés la commission d'information et d'aide au logement qui est rattachée au CSE. Parce que ça permet aux travailleurs d'agir à partir du lieu de travail. Ça entend évidemment la remise en cause des ordonnances Macron qui ne prévoient pas cette commission comme étant obligatoire. Et ça va dans le sens aussi du rétablissement des CHSCT au sein même des entreprises. Et puis, il faut sortir de l'idée que la solution passe par l'attribution d'un logement par le patron, par l'employeur lui-même, parce qu'aujourd'hui, ce qui est porté notamment par le grand patronat, mais c'est aussi le cas parfois pour les saisonniers, c'est que c'est vu comme un avantage rattaché au contrat de travail. Comment on peut continuer à vivre dignement le jour où on perd son travail dans cette entreprise ou le jour où on a une suspension pour une raison, pour un accident de la vie, un accident de travail. Et donc, à l'inverse, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut regarder les besoins et répondre aux besoins des travailleurs par une politique volontariste, notamment de l'augmentation du SMIC. Donc ça passe par un levier gouvernemental. L'augmentation des grilles salariales, je rappelle que plus de 70% plus de 70 branches professionnelles ont des minima en dessous du SMIC, encore en 2026. Il faut donc stopper l'écart des évolutions du prix des logements et celle des revenus. Et aussi, évidemment, ça passe par l'augmentation des minima sociaux et de retraite. Et puis, on entend aussi, nous, dire que le plafonnement des dépenses liées au logement, je parle d'un loyer chargé, quand on parle des locataires, ne doit pas dépasser 20% des revenus. Voilà, on n'a pas le temps d'exposer plein d'autres idées, mais vous avez bien compris que notre organisation syndicale, on est prêt à débattre de revendications et de propositions qui nous semblent viables. Et encore une fois, qu'on écoute les travailleurs eux-mêmes qui savent ce dont ils ont besoin pour vivre dignement de leur travail. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. On a encore 5 petites minutes pour prendre des questions dans la salle. On va faire passer le micro. Est-ce que des personnes en ont ? Des questions très courtes, parce que c'est juste 5 minutes. Ouais. Oui, moi j'ai une question pour Madame Bazir sur l'alliance entre syndicats et collectivités. Je trouve qu'en vous écoutant, on voit bien l'importance d'avoir des syndicats qui se saisissent de la question du logement et des mobilités pour le sort des salariés, des entreprises et des industriels. Et en même temps, ce que montre bien l'étude à travers cette notion d'effet d'induit, c'est de montrer que les impacts du rebond industriel sur l'accès au logement et à la mobilité, ils se situent surtout pour les personnes qui ne sont pas forcément les actifs de l'industrie. Et donc, d'une certaine manière, vous n'avez pas la charge
de défendre. Et donc, je me posais la question de comment vous faites, vous, syndicalistes, pour éviter cet effet de décalage qu'évoquait Manon tout à l'heure entre le sort des actifs de l'industrie et le sort des autres habitants du territoire qui, malgré tout, se retrouvent impactés par cette intensification de la concurrence liée au rebond industriel. C'était Nicolas Riot de Partie Prenante. Une question très très courte, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question par rapport à la question de la gouvernance et comment on fait travailler les gens ensemble. Est-ce que, selon vous, il faut mieux des gens du territoire ou bien des acteurs extérieurs, type des médiateurs territoriaux, pour avoir justement un peu une partie neutre voilà. Merci. Les réponses en 2-3 minutes, s'il vous plaît. Alors, c'est une question assez large, mais je pense que j'y ai répondu en partie. C'est qu'on doit anticiper l'aménagement du territoire par des politiques publiques. Ou alors j'ai mal compris la question, excusez-moi. Mais en tout cas, il faut qu'on sorte du flux tendu. En fait, il faut qu'on sorte de cette politique où on considère aujourd'hui qu'il y a assez de logements. L'OCDE dit, contrairement à nous, il n'y a pas besoin des 500 000 logements supplémentaires par an, dont 250 000 logements sociaux. Et pourtant, le Premier ministre, au mois de janvier, s'est exprimé pour dire qu'il fallait 5 millions de logements d'ici 2030. Donc, la question de l'offre et de la demande, c'est ça la réponse, en fait. Et effectivement, tant qu'on sera sur ces questions de flux tendu, tant qu'on n'aura pas des réquisitions de logements vacants, tant qu'on n'arrêtera pas l'hémorragie et l'explosion des Airbnb, là où il n'y en a pas besoin aussi, moi je le dis tranquille, là où on ne régulera pas les questions de fiscalité sur les questions immobilières. On continuera cette hémorragie-là et effectivement, on va creuser l'écart entre ceux qui peuvent bénéficier de ce rebond industriel et ceux qui malheureusement vont le subir. Peut-être très vite, mais un petit peu sur les deux quand même, pour compléter un tout petit peu. Je pense que la question que tu posais, ça interroge sur comment doivent penser et agir des organismes, des institutions, etc., qui sont dans des logiques très verticales finalement. Et donc ça pose la question de comment on pense le territoire, enfin voilà, quand ça déborde. Mais donc ça peut être vrai pour les syndicats des fois qui sont dans des logiques un peu voilà. Mais je vois nous aussi à la région les collègues d'Aveco les logiques, mais c'est vrai dans toutes les régions qui sont dans des logiques filières. On pense les logiques, mais pas assez au croisement. Filière territoire, etc. Et ça, c'est un vrai sujet. Hein. C'est comment on fait pour... voilà, ça rend les choses... Enfin, encore une fois, c'est des systèmes complexes, etc. Bon. Sur qui doit participer à... j'ai envie de dire, il y a une expertise aux différentes échelles. Donc, évidemment qu'il faut enrôler les acteurs locaux, qu'il faut travailler avec eux. Ils ont une connaissance terrain. Ils sont... Voilà. Évidemment qu'il faut impliquer les salariés, et puis les habitants. Enfin, voilà. Mais aussi se nourrir d'expertises qui viennent d'ailleurs. Enfin voilà, moi je vois ce qu'on fait nous à la région. On produit des choses qui peuvent être utiles pour les territoires parce qu'on brasse des chiffres à d'autres échelles, on les resitue dans des systèmes, etc. Mais on n'arrive pas en disant on va vous expliquer qui vous êtes et ce que vous devez faire. Non, on arrive, on a produit des choses, confrontons et comment on enrôle, comment. Bon, là aussi il y a des défis redoutables. Ça renvoie aussi à ce que vous travaillez sur les problématiques démocratie participative. Voilà, comment on fait pour. Bon, il y a des enjeux énormes là-dessus, il me semble. Hein, donc voilà, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est les questions. C'est les questions. Hein. Un mini rebond sur la question qui a été posée. Je trouve que déjà, tout ce qu'on se dit là nous amène à avoir un peu plus de perplexité sur qui sont les acteurs locaux et non locaux. Quand on a Orano, Naval Group ou EDF, sont-ils des acteurs locaux ou nationaux, voire même internationaux? On voit bien qu'en partie, une partie des décisions qui sont prises par eux, bien sûr, sont bien externes à la logique territoriale du Cotentin, quoi. Donc un peu de perplexité sur ce qu'on appelle les échelles qu'on attribue aux différents acteurs. Et puis dire aussi qu'à un moment dans l'étude, on fait un zoom sur le Dunkerquois et le zéro parking, en montrant à quel point, en partant d'un objet comme celui-là, donc c'est la volonté de la communauté urbaine de Dunkerque, avec l'arrivée de tout un tas de nouvelles activités dans la zone industrielle portuaire qui n'est reliée aux axes principaux que par
un axe et donc qui va être très très vite congestionné de camions et de voitures d'actifs à mesure que le développement va s'intensifier. Et donc leur proposition, c'est de dire on va faire du zéro parking pour forcer les actifs à venir sans leur voiture et à s'appuyer sur les transports en commun que la CUD met à disposition gratuitement grâce à un VM prolifique. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que cet objet zéro parking, en fait, c'est rien que cet objet-là, c'est un objet de négociation multiscalaire énorme. Pourquoi ? Parce qu'il faut bosser avec les nouvelles entreprises qui vont arriver, les syndicats, le patronat, etc., pour essayer de regarder qu'est-ce que ça change pour les salariés et comment est-ce qu'on accompagne ça. Il faut bosser avec toutes les collectivités autour parce que c'est un changement énorme dans la façon d'accéder au travail et en fait la plupart des actifs ne viennent pas du Dunkerquois mais bien au-delà et donc il va falloir mettre des parkings relais et qui va les payer, qui va mettre la main à la poche. Enfin on y vient mais globalement tous ces objets-là sont des objets de négociation multiscalaires et on voit bien que c'est intéressant de les regarder aussi en rentrant par le petit bout de la lorgnette pour en déplier justement les enjeux et avec toujours cette question derrière de qui doit payer quoi. Et on va approfondir ce qui fait quoi ou qui paie quoi dans la deuxième table. Arnaud, vous voulez ajouter quelque chose je pense qu'on peut se dire qu'on s'arrête là pour cette première table ronde. Les études sont en ligne. Pour ceux qui sont ici, merci d'avoir fait le déplacement. Il y a une petite table juste à l'entrée là où vous pouvez vous servir des posters, des dépliants, enfin tout ce que vous voulez. Et donc on se donne 5 minutes de battement entre les deux tables rondes. Donc on reprend à 10h50. À tout de suite. Merci.